nous la vérité. Si vous êtes l'ami de quelqu'un, dites-lui la vérité. Mais dans si vous ne dites pas la vérité, c'est que vous êtes hypocrite. Mais dans vous voulez pas l'histoire des son bien. relations internationales, Même si les États, c'est d'abord les intérêts. Dans l'histoire des relations internationales entre les puissances américaines, françaises et certains pays africains, les changements des régimes ont souvent laissé entrevoir une influence extérieure et limite. Il y a eu le cas de la Libye, mais également la Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. Vous avez cité le cas de Mobutu. Est-ce qu'il y aura un scénario similaire qui pourrait se produire au Cameroun au regard des multiples sorties de cet ambassadeur américain qui commence par des suggestions, comme ce fut le cas dans d'autres pays africains? Bon, moi, je veux commencer par un proverbe africain qui dit quand vous voyez les fourmis qui vont d'un autre côté de la rivière, donc il y a un pont. Souvent, c'est les pays africains qui cèdent que quelqu'un ou les forces extérieures puissent intervenir. Pour le cas de Mobutu, qu'on dit par exemple, c'est que le monsieur, il est resté éternellement au pouvoir, il était déjà fatigué et usé, et chacun faisait ce qu'il voudrait faire, et puis ça n'éteignait plus. Donc moi, je ne pense pas que les États-Unis... Bon, pour le cas de la Libye, ce n'est pas les Américains directement, c'est par l'entremise de la France, et que vous n'allez pas peut-être aimer ça. La réalité est que le colonel Kadhafi avait prêté le flanc pour qu'on puisse le frapper. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, je vous comprends que tout le monde aime M. Laurent Gbagbo vraiment. Il y a une règle de jeu que M. Laurent Gbagbo n'a pas respectée et il n'a pas gagné les élections. Alors, d'une manière ethnique, si les Djoula et les Baolé se constituent à un groupe contre les BT ne peuvent pas gagner. Donc voilà, c'est pour venir par exemple le cas de la France. On a le cas du Congo-Brazzaville. Tout le monde sait très bien que c'est la France qui a fait que M. Pascal Lissouba perde le pouvoir et que les Cobras de Driss Sassou Nguesso prennent le pouvoir. Mais l'histoire des Américains en Saint-Gérard, on connaît aussi le cas de 53 avec le cas de Mossadegh en Iran où les États-Unis l'ont chassé au pouvoir, ou on connaît le cas du Panama de M. Manuel Noriega. Mais pour le cas du Cameroun, je ne pense pas que les États-Unis veulent faire un truc. Au contraire, les États-Unis aiment le Cameroun. Je vous donne un exemple. Il y avait, pendant l'administration Obama, on a refusé de vendre des armes et les avions de chasse au Nigeria. Pourquoi? Parce que Amnesty International avait fait un rapport selon lequel l'armée nigériane ne respectait pas les droits de l'homme. Mais le même rapport était fait pour le Cameroun. Mais les Américains sont venus aider les Camerounais. Ça veut dire que les États-Unis regardent le Cameroun comme un pays important. Mais je pense que, comme M. Edmond a dit tout à l'heure, si quelqu'un est votre ami, c'est bien qu'il vous dise la vérité. Et entre nous, même les gens du RDPC, voulez-vous que Paul Biya soit rappelé comme un Nelson Mandela? Ou voulez-vous qu'on le rappelle comme un Mobutu Sese Seko ou comment on appelle les autres dictateurs comme Idi Amin Dada? Moi, je crois que non. On est un peu, moi, je ne vois pas cette fixation qu'on a sur ce problème. Je crois que c'est le ministère des Affaires étrangères qui a un peu porté flanc parce qu'elle-même, elle sait que ce que le président, l'ambassadeur des États-Unis a dit est bon. Mais ma question que je vous pose, quand l'ambassadeur des États-Unis a pas de problème, que sont les anglophones qui sont aux États-Unis, qui aident à la crise anglophone, pourquoi il n'y a pas eu ce genre de cri? Moi, j'étais sur un plateau avec une télévision, avec M. Hervé Emmanuel Ngom, qui était très content. Mais aujourd'hui, quand le même ambassadeur, il vous parle, ça vous crée des problèmes. Je crois que non. Si on est honnête, si vous observez ce pays, et même les États-Unis, s'ils ne vous aimez pas, ils ne devaient pas en 86, parce que tout pays sérieux, faire un forecasting d'avant 5 ou 20 ans en disant que ce pays-ci va aller au bord du précipice s'il n'y a pas la bonne gouvernance, si par exemple dans les problèmes anglophones, le jour qu'ils vont trouver les leaders, ça va aider au démembrement de ce pays. Est-ce que c'est mauvais? Ça vous donne des aptitudes pour que vous puissiez bien gérer. Donc je pense que le gouvernement camerounais et ces soi-disant intellectuels, quelques-uns d'entre eux ont été rejetés dans des pays adoptifs qu'ils exerçaient. Et ils ont trouvé que ici, ils sont devenus les nouveaux nationalistes camerounais. Justement, au-delà du gouvernement camerounais, il y a le RDPC, le parti au pouvoir, qui scrute de près cette sortie américaine. Bernard Mbougueng, vous faites partie de le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est le parti au pouvoir. Est-ce que vous serez prêt à demander au président national du parti de se retirer afin de permettre au Cameroun de vivre un nouveau souffle et de pouvoir résoudre ces crises qui secouent le pays?
Et avant d'y arriver, permettez-moi de jouer un peu les statisticiens et de dire que 98% de présidents dans le tiers-monde ont l'onction d'un membre du Conseil de sécurité, ne serait-ce qu'au moins d'un membre du Conseil de sécurité. Et les 2% qui restent, s'ils réussissent à passer sur les mailles de filet, ils ne peuvent pas se maintenir longtemps tant qu'ils ne recherchent pas cette onction. C'est ça la réalité des relations internationales. Ne vous y trompez pas. Bon, maintenant, moi j'ai eu à proposer, dans le cadre d'une interview avec mon frère Kambia, que je sollicitais que le Cameroun passe à un régime parlementaire moniste. C'est-à-dire que de façon informelle même, le président de la République peut rester président de la République, mais compte tenu de sa posture actuelle, il transfère tout son pouvoir au Premier ministre. Comme je prends l'exemple d'un régime parlementaire moniste, le régime de Grande-Bretagne. Il règne comme règne la reine. Il laisse l'autre faire le boulot, résoudre la crise anglophone. Il a encore beaucoup d'énergie. Parce que, voyez-vous, nous pouvons supputer, trouver des raisons. Ce qu'on demande au régime actuel, c'est de régler de toute urgence la crise anglophone. On n'en parlerait plus. Les gens trouvent comment on va justifier ceci, justifier cela. Non. S'ils ne peuvent pas, qu'ils nous donnent mandat, qu'ils nous donnent carte blanche. Ce problème est résolu en 2 jours. Ce n'est même pas un problème. Donc, on ne comprend pas pourquoi. En clair, vous voulez dire que c'est cette crise anglophone qui est en train d'emporter le régime. Mais c'est ce qu'a dit l'ambassadeur américain. Vous l'avez lu, non? Vous l'avez lu. Il s'appuie dessus sur l'aggravation de cette crise, sur la persistance de cette crise, pour dire que non, ce régime, il y a un problème d'usure. Il y a un problème d'usure. On ne comprend pas. Parce que dites-moi, rationnellement, qu'est-ce qui empêche que cette crise soit résolue? Quel est le problème? Est-ce que les demandes, toutes les demandes qui ont été posées sur la table ont mis le sécessionnisme? Demande à laquelle on ne peut pas accéder. Toutes les autres demandes, on peut y accéder. Ça ne crée pas des recettes nouvelles, des dépenses nouvelles. Il n'y a pas de problème. Prenez le cas du fédéralisme. Qu'est-ce qui empêche de décréter que voilà, le Cameroun est un État? Où est le problème? On décrète ça maintenant à 13 on va lire au journal. Et puis, le reste, ça va. Bon. En dehors de ça, merci de soutenir en dehors de ça, la position du SDF. Moi, je suis... Excusez-moi, vous êtes progressiste. Ce n'est pas une affaire de progressisme. Je fais une analyse qui est bien pour mon pays. Nous sommes en train de dire que le pays est en train de sombrer dans le chaos. Il faut que les gens se réveillent. Absolument. Oui, si j'étais conseiller du président Mbia, parce que je l'aime, j'allais pas lui dire non, lâche complètement le pouvoir. Mais j'allais lui dire, reste à la tête de l'État comme la reine reste, et tu laisses le Premier ministre être chef de l'exécutif. Après les États-Unis d'Amérique, c'est la Grande-Bretagne et ses parlementaires qui accusent le gouvernement camerounais de violence et d'oppression dans les régions anglophones. L'ampleur des pertes en vie humaine et le désastre socio-économique ont poussé l'ancien bâtonnier maître Akeremouna à lancer un appel aux Nations Unies et la communauté internationale pour qu'elles interviennent afin d'éteindre les braises ardentes de la crise anglophone. Et aux dernières nouvelles, des sénateurs américains pourraient voyager, faire le déplacement du Cameroun pour toucher de près la situation sociopolitique dans les régions anglophones. Elie Smith, quelles sont les dernières nouvelles concernant cette évolution de la crise anglophone sur la scène internationale? Ouais, sur la scène internationale, quand la Grande-Bretagne s'immisce déjà, parce que tous les anglophones savent que le problème que les anglophones aujourd'hui a été l'erreur du gouverneur général Macpherson quand il a décidé de faire la partition du Nigeria en 3 régions du nord, de l'est et de l'ouest et créer une assemblée fédérale et voulait que la partie du Cameroun occidental intègre le Nigeria et que les Camerounais, contrairement à ce que beaucoup de francophones pensent aujourd'hui, beaucoup des Camerounais ont refusé, qui ne voulaient pas. Si vous lisez le livre, la mémoire de M. Victor Muketema, Odyssey, Story of Reunification, il vous explique comment les gens comme les Djabé Adibongue, qui étaient quelqu'un de Bonadibon, ou les Henry Ngou, qui venaient de l'Ouest, qui étaient du Cameroun occidental, les gens qui ont fait les efforts avec les Indeli, même comme Indeli a changé.
Mais si la Grande-Bretagne s'y met maintenant, ça montre que ce problème nous dépasse, même comme souvent ici, et je suis content qu'on a un membre du RDPC qui est vraiment un Camerounais patriotique, qui n'est pas un idéologue qui se cache et qui veut mentir comme les gens du RDPC mentent. Le pays est en train de sombrer. Moi, je pense qu'en 2003, j'avais écrit un article en disant que le Cameroun va finir comme le Zaïre de Mobutu, et c'est quand même malheureux qu'une fiction devienne réalité. En dehors de ces parlementaires britanniques, il y a un groupe de sénateurs américains qui veulent aussi venir au Cameroun parce qu'ils veulent venir faire une enquête pour en savoir ce qui se passe réellement. Ça veut donc dire que contrairement à ce que les pseudo-nationalistes ou intellectuels croient que les États-Unis veulent leur chute, on veut s'enquérir que pourquoi un pays qui était quand même un exemple à un certain moment ici dans cette sous-région devient, ma foi, un pays, bon, je ne vais pas froisser la crédibilité ou la susceptibilité des gens de la République démocratique du Congo ou la République centrafricaine. Le Cameroun était un pays vraiment respecté. Aujourd'hui, nous sommes l'ombre de nous-mêmes. Donc, la communauté internationale, les États-Unis, et quand la Grande-Bretagne s'intéresse, ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose, il y a péril dans la demeure, et on doit être humble et chercher des voies et moyens pour résoudre le problème entre nous Camerounais. Cette crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui commence déjà à se propager dans d'autres régions du Cameroun. Maître Lavoisier-Sapie, vous qui êtes installé à l'ouest du pays, vous commencez à percevoir les ramifications de ces tensions et de ces violences meurtrières venant des régions du nord-ouest et du sud-ouest? Oui, nous le percevons, puisque les rebelles sécessionnistes font de temps en temps des incursions dans un arrondissement frontalier au sud-ouest, l'arrondissement de Fongo-Tongo, qui est frontalier avec le département de l'Ebialem, en telle sorte que il y a 2 semaines, le préfet de la Ménois a pris une décision interdisant la circulation complète des mototaxis dans certains villages qui sont frontaliers avec la région du sud-ouest, c'est un village de la Ménois. Il y a au total 5 villages qui sont concernés par la décision du préfet. Et le sous-préfet de l'arrondissement de Tchang a pris également une décision pour interdire à partir de 22 heures les circulations de motos, pour ordonner la fermeture systématique des bars, des dancing et de tout lieu où des personnes peuvent se rassembler à partir de 22 heures. Donc, l'État impose les villes mortes à Tchang à partir de 22 heures jusqu'à l'aube. Et c'est la conséquence des répercussions du conflit anglophone qui ont déjà quelques tentacules dans la région de l'Ouest. Et cela est inquiétant parce que je pense que, comme l'ont dit les autres panélistes, le gouvernement a la possibilité de régler ce problème. Avant de venir ici, depuis hier, vous avez, j'espère que vous l'avez vu, sur les réseaux sociaux, circulent les images de massacres de certaines populations dans l'arrondissement de Santa. On parle de 30 à 40 ou 50 personnes qui ont été massacrées. C'est des jeunes gens, des jeunes filles. On a dit que c'est des sécessionnistes. Mais je m'attendais à ce que le gouvernement montre l'arsenal de guerre qui a été récupéré sur eux. À ce moment-là, je n'ai vu aucun arsenal de guerre. Mais j'ai vu des corps, des jeunes gens qui ont été exécutés littéralement. Et c'est des images extrêmement affreuses. Le chairman du SDF hier était sur les lieux. Cela traduit la gravité de la situation. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les villages qui ont été incendiés, les jeunes gens qui ont été exécutés par l'armée, c'est ce genre de comportement qui radicalise davantage la situation. Et mais le gouvernement oppose à ce discours que vous avez, le gouvernement oppose à ce discours que vous avez le fait qu'il y a des gendarmes également qui sont assassinés. Il y a des écoles qui sont incendiées alors que le gouvernement multiplie les actions pour au moins garantir le droit à l'éducation de ces jeunes Camerounais. Et le gouvernement qui dit que ce sont des bandes armées extrémistes qui sont non favorables à l'expression des différentes opinions contraires à ces mouvements séparatistes dans ces régions anglophones. Oui, j'ai dit que le gouvernement est entièrement responsable de cette situation. Parce que quand les avocats grèvent, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, les a insultés. Nous avons été humiliés en tant qu'avocats. Le ministre de la Justice nous a fait comprendre que notre robe d'avocat
Ce n'est pas pour aller marcher dans la rue. Mais les avocats marchent dans la rue en robe, même en France. En Grande-Bretagne, on a vu des avocats, quand les avocats grèvent, quand ils ne sont pas contents, ils expriment leur point de vue, même dans la rue. Donc, il y a eu le refus de régler ce problème. Au sud-ouest, quand les avocats ont grévé, ils ont été tabassés, leur cabinet cassé, les livres et les robes emportés. Les robes des avocats sont à ce jour encore au ministère de la Justice. Le ministre de la Justice n'a jamais rendu ses robes aux avocats anglophones. Donc, vous comprenez que par la suite, on arrête les Manchou BBC, on arrête un groupe de gens, et ceux-là n'avaient pris aucune arme. En novembre, octobre, novembre, décembre 2016, ils n'avaient pris aucune arme. Pourquoi le gouvernement les a arrêtés? Par la suite, les anglophones ont dit, nous voulons le dialogue, libérez ces gens que vous avez arrêtés alors qu'ils n'ont posé aucun acte de destruction, aucun acte qui soit susceptible de nuire à la cohésion de la nation. On ne les a pas libérés. Au contraire, ces gars subissaient des atrocités, des tortures atroces dans les prisons. Donc, le gouvernement est entièrement responsable de la radicalisation de la situation. Et plus tard, lorsque ces gars proclament l'indépendance le 1er octobre 2016, le 1er octobre 2017, vous avez vu la réaction de l'armée. Et je voudrais dire que le mouvement SNC, depuis les années 94-95, ce mouvement existait et fêtait le 1er octobre. On les connaissait, de temps en temps, on arrêtait quelques membres, on les mettait en prison. Le gouvernement était au courant. Le gouvernement connaissait ça. Donc, si aujourd'hui, on estime qu'il y a des militaires qui sont en train d'être tués, vous savez, les Nations Unies l'ont également dit, la résistance à la violence d'État est un droit légitime. Lorsque vous venez dans ma famille, vous tuez 2 personnes, que moi je sais que ces 2 personnes n'ont rien fait, j'ai le désir de vengeance. La radicalisation, quelque chose la radicalisation sur le théâtre de la crise anglophone. Bernard Bungen, est-ce que vous estimez que le gouvernement est seul responsable de cette situation qui prévaut dans les régions anglophones? En tout cas, ce n'est pas l'avis des États-Unis qui estiment que à la fois le leader de ces bandes armées séparatistes et le gouvernement camerounais sont tous les deux responsables de la situation qui prévaut actuellement dans ces 2 régions du pays. Quelle est votre lecture de cette situation? Nous ne pouvons pas soutenir les sécessionnistes, mais nous pouvons admettre aussi qu'il y a beaucoup qui se sont radicalisés. Permettez-moi de dire que le Cameroun est à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est-à-dire que le modèle autoritariste que nous avons utilisé depuis les indépendances jusqu'à présent, ce modèle n'est plus opérant. Donc vous estimez que jusqu'aujourd'hui c'est un modèle autoritariste, nous pouvons reconnaître sans avoir honte que nous étions dans un modèle autoritariste. Qu'est-ce que je voudrais dire? C'est-à-dire que nous ne faisions jamais usage de ce qu'on appelle le management participatif. Vous avez vu avec les chefs du canton Berne, on ne les a pas associés. Vous voyez avec les anglophones qui demandent à être associés, qui demandent un dialogue pour discuter, pour prendre des décisions. Or, le Cameroun est obligé d'adopter cet autre modèle. Pourquoi? Parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a les nouveaux moyens de communication, le monde s'est globalisé et le Cameroun a beaucoup évolué. Maintenant, il faut se poser la question si ceux qui sont en place depuis très longtemps et qui fonctionnaient sous un modèle, est-ce qu'ils ont la capacité d'adaptation? Parce que, à mon avis, il faut regarder la chose sous cet angle. Or, il ne faudrait pas que nous passions à ce modèle avec beaucoup de destruction, avec beaucoup de difficultés. Et sachez que si la communauté internationale intervient, nous allons être beaucoup approuvés parce que la facture sera lourde. Imaginez-vous une médiation. Ils vont dresser une facture qu'on devra payer. Imaginez-vous les sanctions économiques, une intervention armée, la traduction des gens à la CPI. Il faut faire très attention. Pour vous, c'est les différents scénarios qui pourraient se dessiner si la situation persiste. Encore faut-il voir si même au jour d'aujourd'hui, là, il n'y a pas déjà un processus en cours. Oui, il faut faire très attention. À ce sujet, je voudrais justement interroger Edmond Kambia, vous qui êtes chef section politique internationale à la Nouvelle Expression, au sujet de ces mouvements observés au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi le Parlement britannique, qui est en train de signer une pétition afin que celle qui est Premier ministre
Theresa May, Premier ministre en Grande-Bretagne, puisse mettre la pression sur le gouvernement camerounais concernant l'ouverture d'un dialogue. Est-ce que le Cameroun est plus attentif aux messages qui viennent à l'extérieur qu'à celui de l'opposition ou la société civile sur le plan local? Hélas, c'est un fait. Le gouvernement camerounais, historiquement, est toujours plus attentif aux messages qui viennent de l'extérieur qu'au même message qui est venu de l'intérieur, par la société civile, par les partis politiques de l'opposition. Puisqu'en réalité, ce que nos amis, parce qu'il faut le dire ainsi, américains, britanniques, français ou autres, demandent à travers leur observation de la situation des droits de l'homme au Cameroun ou de la situation sociopolitique au Cameroun, c'est exactement ce que l'opposition et la société civile a d'année en année porté sur la place publique. Mais maintenant, il faut redouter une chose. Quand la communauté internationale, à travers un certain nombre de pays, commence à suivre de près, non plus de loin, mais de près, la situation qui prévaut au Cameroun, il faut s'en inquiéter. Quelles sont les différentes inquiétudes que vous avez concernant cet intérêt de la communauté internationale de vouloir aider le Cameroun à résoudre une crise interne? Il faut y voir deux choses. La première, c'est qu'ils soient de bonne foi et qu'ils veulent vraiment, en tant que pays ami, nous aider à trouver une solution pour que le Cameroun reste un pays stable, pour que le Cameroun regagne la prospérité qu'il a perdue et que le Cameroun soit un pays qui a un nouveau leadership. Et aujourd'hui, le pays le plus regardé en Afrique, le pays le plus cité en termes de gouvernance, c'est le Rwanda, dont le chef d'État était ces jours-ci à Paris. Le Rwanda de Paul Kagame. C'est un homme qui a réussi en termes de gouvernance. Son pays a été cité dans les meilleurs magazines, dans les meilleurs observatoires, septième pays dans le monde en termes de gouvernance, et pratiquement le premier en Afrique, notamment en Afrique noire. Donc en termes de gouvernance, c'est la raison pour laquelle l'ensemble des chefs d'État, y compris les dictateurs, ont compris que cet homme-là, qui a réussi à sortir le Rwanda de la situation que tout le monde a connue, notamment le génocide, à l'heure ici, à un pays où le vivre ensemble est une réalité. Alors qu'il y a deux fortes ethnies qui s'opposaient et il y a eu le génocide. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, quand je cite le Rwanda, c'est à dessein. C'est parce que la communauté internationale a vis-à-vis du Rwanda un regard particulier. Au-delà de la compétence, du leadership de Paul Kagame, c'est que c'est un pays qui revient de loin, a connu une situation que je ne souhaite pas à notre pays. Parce que ce pays-là a connu le génocide. Et ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et dont les pétitions ont commencé à monter au niveau des Nations Unies, sous l'appellation crime de guerre, parfois crime contre l'humanité, parfois génocide, à partir des citoyens ou des structures, des associations et organismes, il faut beaucoup s'en inquiéter. Parce que je le disais tout à l'heure, que la communauté internationale est en train de s'en inquiéter, de s'en préoccuper de près. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, vous savez, dans la plupart des situations conflictuelles dans le monde aujourd'hui, les membres du Conseil de sécurité qui sont les plus à même à utiliser leur veto ou à agir sur le terrain, ce sont ces trois pays-là. C'est-à-dire Washington, Londres et Paris. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Libye, on l'a vu en Côte d'Ivoire. Donc il faudrait que le gouvernement camerounais fasse très attention au discours et au message que véhicule l'ambassadeur des États-Unis, au discours et au message que véhicule Londres, au discours et au message que véhicule Paris en ce moment précis. Je ne veux pas dire que les deux autres membres du Conseil de sécurité n'ont pas voix au chapitre. Je parle de la Russie et de la Chine. Leur voix compte également. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé en Libye. On a voté, il y a eu le vote de la résolution. Il y a eu l'intervention. Sur la base de ce que mon ami le docteur Bougain parlait tout à l'heure, du devoir d'ingérence humanitaire. Officiellement, il s'agissait de protéger les citoyens. Il s'agissait de protéger les citoyens. La résolution ne visait pas à faire un coup d'État en Libye ou à assassiner Muammar Kadhafi. La résolution visait, au cas où Muammar Kadhafi attaquait, menaçait ses citoyens à travers les chars, les avions militaires et autres. Alors à ce moment-là, il y a même une zone internationale aérienne qui avait été prévue. Mais ça n'a pas du tout été respecté. Justement, au regard de ce cas vécu en Libye, Elie Smith, est-ce que le Cameroun est exposé à ce genre de scénario concernant la gestion d'une crise humanitaire qui pourrait déboucher sur
une volonté manifeste de changer le leadership à la tête d'un pays, quels que soient les moyens utilisés? Bon, je ne crois pas que le Cameroun a déjà atteint le stade de la Libye. Vous savez, Kadhafi avait déjà un contentieux historique depuis 1973. Si vous lisez le livre d'Alexandre de Marange, rappelez-vous, c'est lui qui a créé la DGRE française. Il a fait une visite une fois à Pékin. M. Chong En-lai se moquait de Kadhafi, qu'il est comme un chef d'État africain qui n'a pas une armée nationale, mais une armée tribale qui dépense beaucoup d'argent. Donc, il y avait déjà un certain contentieux. Il se prenait comme le roi d'Afrique, il a fini comme le rat d'Afrique, mais il y a une réalité que quand la communauté internationale commence à se immiscer dans un problème, il faudra qu'on s'en inquiète. Mais le problème dans beaucoup de cas, c'est nous-mêmes qui sommes l'architecte de notre propre chute. Dans le cas du Cameroun, par exemple, je ne sais pas si je peux dire, il y a double jurisprudence. Premièrement, le problème des anglophones vient du fait que l'acte de création du Cameroun moderne de 1961 n'a pas été respecté. On avait bien dit, parce que quand j'entends aujourd'hui aussi des fins limiers de la justice ou de quoi, qui disent qu'on ne peut pas toucher à la forme de l'État. Mais l'article 47 de la vraie constitution du Cameroun, fédérale, que je sais que c'est la vraie, avait dit qu'on ne doit pas toucher la forme de l'État. La constitution de 1961. Voilà. Est-ce qu'on n'avait pas touché? On a touché ça avec une impunité sans vergogne. Et maintenant... Pensez-vous que ces questions pourraient être mises sur la table si jamais un dialogue venait à ouvrir concernant la crise anglophone? Il n'y aura pas, je vous dis bien, il n'y aura pas de tabou. Quand vous allez dans une négociation, vous devez mettre tout sur la table parce que vous êtes l'architecte de ces problèmes. Même en 96, quand on voulait faire, avant le Conseil, avant la Constitution de 96, les anglophones avaient fait des propositions. Oui. Après le All Anglophone Conference de Bamenda et de Buea, les constitutionnalistes ont jeté ça aux orties en disant bon, c'est les choses devenaient de Bamenda, on s'en fout royalement. Et que ces mêmes États-Unis avaient dit en 86 que le jour où les anglophones vont trouver un vrai leader ou des vrais leaders, ça serait le début de la fin du Cameroun s'il n'y a pas une solution. Non, je pense que... Eric Smith, pensez-vous qu'on est en train de se diriger vers une reconnaissance de ces leaders des mouvements séparatistes qui sont de plus en plus cités dans ces communiqués à la fois de l'ambassadeur des États-Unis, dans les pétitions des parlementaires britanniques? Ont-ils obtenu finalement cette reconnaissance internationale qui vont leur permettre de peser dans le rapport de force au cas où il y a un dialogue qui est ouvert? Oui, monsieur, vous savez que dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. Même aujourd'hui, les Oumniobé ou les Mangabel que vous avez toujours rejetés, vous les prenez aujourd'hui comme les héros. Tous les gens, je vais vous donner encore un exemple, parce que c'est bien de donner l'exemple. Même ici, à côté de Chino, Congo, Brazzaville, il y a un rebelle qu'on appelle Ntoumi. Ouais. On lui appelait que c'est un terroriste, tout. Maintenant, on appelle acteur de la paix et tout comme ça. Donc, quand il y aura négociation, même si c'est court, Mancho, BBC, tout le monde, on va négocier avec, parce que c'est les Camerounais avant tout. Parce que ces anglophones, même d'abord, sont même plus Camerounais que les autres. Parce que regardez, voyez-vous, au Cameroun occidental, il y avait les KPP, KNDP, KUNC, qui faisaient référence à cette Cameroun allemande que les francophones disent aujourd'hui. Et pourtant, eux, je n'ai pas encore vu leur amour pour cette Cameroun allemande. Donc, je crois que le jour qu'il y aura négociation, et il y en aura, on monte ou on descend, on doit négocier ou on va se séparer. Maître Lavoisier-Sapie, est-ce qu'on se dirige vers une médiation internationale de la crise anglophone? Oui, elle est souhaitée. Face à l'entêtement du pouvoir, face à son refus de régler ce problème. Et dernièrement, j'ai été extrêmement surpris par le rapport publié par le secrétaire général de la présidence de la République s'agissant de ceux qui ont pris les armes dans la zone anglophone, qu'il est taxé de pires espèces. C'est des Camerounais. C'est des Camerounais. S'ils ont pris les armes, c'est qu'ils expriment une situation de mécontentement. Et l'État doit les écouter. L'État est en droit, à l'obligation de les écouter. Et je ne pense pas qu'il faille traiter les Camerounais comme ça. Si le gouvernement ne veut pas négocier, si le gouvernement ne veut écouter qu'une médiation internationale, nous nous en inquiétons parce qu'une médiation internationale, comme on l'a dit, il y a une facture. Est-ce qu'à l'intérieur du Cameroun, nous n'avons pas des composantes qui soient en mesure d'être des médiateurs entre l'État et les anglophones? L'Église catholique a offert sa médiation. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'écoute pas l'Église anglophone? Elle n'écoute pas l'Église catholique. C'est des gens qui sont un peu taxés comme des gens neutres et qui peuvent bien
servi de médiateur entre l'État et les anglophones. Il suffit de désigner qui va venir aux négociations. Et ensuite, comme le dit Dr Smith, il ne faut pas faire de tabou. La forme de l'État, on peut y aller, négocier, trouver un consensus. Nous tous, nous sommes opposés à la sécession. On dit, bon, on est opposé à la sécession. Quelle est la meilleure forme de l'État qui permet de préserver la culture anglophone? Parce qu'il faut savoir que les anglophones ont une culture différente de celle des francophones. Que faire pour protéger cette culture anglophone et faire que nous profitons de cette culture anglophone? Comme on en a profité dans le code de procédure pénale. Des propositions qui peuvent être adressées dans le cadre de ce dialogue. Bernard Bonguen, est-ce que vous serez favorable à ce qu'il y ait une médiation internationale pour traiter de cette crise anglophone? Vous savez, permettez-moi de parler un peu pidgin. Sur la scène internationale, si nous jouons les Mbutuku, la communauté internationale va jouer l'Endos. C'est-à-dire que la communauté internationale, ou bien aucun pays développé n'investit son temps, son argent. Je parle bien d'investir. Ou son énergie, sans rentrer dans ses frais. Les avions, les déplacements, les hôtels, ça va nous être facturé. Et ça va nous être facturé au centuple. Vous savez comment ils font. Maintenant, permettez-moi de dire quelque chose de très très grave. Ne pensez pas que le Cameroun se résume aux anglophones et aux francophones. Les anglophones, c'est un ensemble d'ethnies, ils ont pu peut-être fédérer pour devenir une communauté anglophone. Mais ne croyez pas que chez les francophones, c'est quelque chose d'homogène. Vous croyez par exemple que les différents royaumes étaient entrés en négociation dans le cadre de la République du Cameroun, on les y avait forcés, manu militari. Donc maintenant, il faudrait rentrer, renégocier avec toutes ces communautés, le vivre ensemble même dans la zone francophone. Il ne faut pas faire cette dichotomie-là et penser que moi j'ai des intérêts à défendre en ce qui concerne d'où je sors aussi. Parce qu'il y a des problèmes. Donc si nous n'en parlons pas, sachez que c'est parce que nous attendons le moment venu. Justement, ce vivre ensemble dont vous parlez a été remis en cause durant ce week-end avec un acte qui a été mené par des chefs du canton Bel en plein centre-ville de Douala, là où la communauté urbaine envisage de construire un mausolée ou une statuette de Ruben Oumniobé, l'un des pères fondateurs de l'UPC et un acteur majeur de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Et le canton Bel qui proteste contre la décision de la communauté urbaine de Douala de construire cette statue pour la mémoire de Ruben Oumniobé, estimant qu'ils ont aussi des héros qui n'ont pas trouvé de place